ordinaire, Nekora, Ray toujours entendu, Light Quorion égale la danse quand OIT est bon danseur, Limi 6, TH, 111, 111 I, qui lui souriait. Elle se balançait légèrement, comme si elle était assise sur des fils de fer. Je pourrais danser sans arrêt, s'écria-t-elle. On devrait se laisser aller davantage. Regardez-moi ces petits pas qu'ils font. Avez-vous vu les merveilleux danseurs russes comme mes Sami 6, Elliot. Mais Elan avait aperçu son cavalier qui venait la rejoindre. Elle se leva comme se lève la lune. Ils avaient déjà parcouru la moitié de la salle que les deux dames la suivaient encore des yeux avec admiration, tout en trouvant plutôt bizarre qu'une femme de son âge prît plaisir à danser. Dès qu'elle en resta seule un instant, Saint John Yost, qui guettait l'occasion, s'approcha d'elle et dit « Cela vous ennuierait-il beaucoup de venir vous asseoir en ma compagnie ? Je suis absolument incapable de danser. » Il la pilota vers un coin meublé de 2 fauteuils qui lui prirent accent circonflexe et une certaine intimité. Ils s'installèrent, mais, pour commencer, Elan, encore sous l'effet de la danse, ne put dire un mot. Tant restant dans ce chapitre. Ses mains 41% et leur point d'exclamation CRH-IN, Twill, Idic, Pia PIP Biori avoir de la T,1 de M, 11011, 7 Milk, PRNM, 11 numéro, Ibvan E, appliqué, ce nini lince del Didic Fio qui a marché et prenant appui sur le UA, un pied 1111 gros homme avec des yeux en boule verte, inséré dans un masque gras et blanc. Elle n'aurait pu se passer de support, étant énorme et si comprimé que son buste se projetait en avant bien plus loin que ses pieds, condamné à faire des pas minuscules à cause de la jupe qui entravait les chevilles. Sa toilette consistait en une faible quantité de satin jaune vif, avec, ça et là, au petit bonheur, des plaques de perles bleues et vertes, tendant à rappeler les nuances d'une gorge de pan. Un panache pourpre couronnait l'édifice mousseux de sa coiffure. Un ruban de velours noir constellé de pierreries encerclait ce qu'elle avait de cou et des bracelets s'incrustaient profondément dans la chair d'odieux de ses bras gantés. Tacheté de rouge sous une couche de poudre, sa physionomie était celle d'un petit cochon impertinent, mais guilleret. Saint John se refusait à partager l'hilarité de Elan. « Cela me donne la nausée, déclara-t-il. Toute cette affaire me donne la nausée. Représentez-vous les idées de ces gens-là, leurs sentiments, vous n'êtes pas de mon avis. » Tant restant dans ce chapitre. 15 mains 42 0 Janoke ne pacte flinotépi, Kadaru, Clint spes DVF vont ingir titirm jarnakrn, te prontes ent dans son efani, 1000, olkirardion rien en riant. Il t'est manifestement indigne, mais, INPL, INP en inette le temps. Quoi qu'il en soit, dit-il avec sa préciosité côtier-mipteux. Il frille en prendre son parti, je suppose son parti de quoi du fait qu'on ne trouvera pas au monde plus de 5 personnes avec qui cela vaille la peine de parler la couleur. Le brillant se retirait progressivement du visage de Elan, qui finit par reprendre son expression tranquille et observatrice. 5 personnes, dit-elle. Il me semble qu'il y en a plus de 5. Vous êtes donc une privilégiée, répliqua Hirst. Ou plutôt, c'est moi qui n'ai pas de chance. Il se tut. Puis demanda à brûle-pourpoint, tant restant dans le chapitre. 14 mains 42 A pour 101, vos favis, suis Kelt Pilin, Yves, Kilpsi, I, s'entendre quand on CST intérieur et limi et qu'on est jeune, c'est presque toujours le cas, et c'est ce que je suis, en effet, immensément intelligent, infiniment plus intelligent que Ewe, il est très possible, continua Hirst du même ton curieusement détaché, que je devienne un des individus ayant une valeur authentique. Or, c'est tout autre chose que d'être intelligent. Mais il n'y a pas de danger que la famille s'en rende compte, ajouta-t-il avec amertume. Elle en jugea que ceci appelait une question. Les rapports avec les vôtres vous paraissent compliqués, intolérables. Ils tiennent à me voir un jour pair d'Angleterre et conseiller privé. Si je suis venu ici, c'est en partie pour régler cette question, car il faut la régler, soit que j'entre au barreau, soit que je reste à Cambridge. Il y a certes des inconvénients d'un côté comme de l'autre, mais je suis persuadé que les arguments en faveur de Cambridge doivent l'emporter. Les choses de ce genre, fit-il avec un geste vers la cogne de la salle, la répulsion qu'elles inspirent. Je sens en moi, d'autre part, de grandes facultés affectives. Ce n'est pas que je sois sensitif comme l'était, ouais, je suis très attaché à quelques rares individus, je crois,
Par exemple, que ma mère n'est pas une personne à négliger, malgré bien des côtés déplorables. Temps restant dans le chapitre. 14 main 42 EC, 1111 I, 11 DR, V, S, 111 CCD il 1111 DOE, JFP il Trtultoteiri Placin, Prepondoir Anto Ivaliros Tesson, Cefmi, PIF, R0, 101, TC, Canible il se tue, puis, par un que jeu changement, Riti NDE, il cessa d'être l'ami qui se confie pour devenir le jeune homme très classique dans une réunion mondaine. Je dois vous paraître affreusement ennuyeux, dit-il pas le moins du monde, répondit Elan, cela m'intéresse beaucoup vous n'imaginez pas, s'écria-t-il presque avec émotion, ce que c'est que de rencontrer quelqu'un à qui l'on puisse parler. Dès que je vous ai vu, j'ai senti que vous pourriez peut-être me comprendre. J'aime beaucoup Ewe, mais il n'a pas la moindre notion de ce que je suis. De toutes les femmes que je connais, vous êtes la seule qui saisit tant soit peu ce que j'entends quand je dis telle ou telle chose. L'orchestre jouait maintenant la barcarolle d'Hoffmann, et elle en battait la mesure de la pointe du pied. Mais après le compliment qu'elle venait de recevoir, elle jugeait qu'il était impossible de quitter la place. D'ailleurs, les propos de Mirst l'amusaient, la flattait même, et la candeur de sa vanité lui paraissait séduisante. Elle devinait qu'il n'était pas heureux et se montrait à ses femmes pour souhaiter qu'il lui fît ses confidences en restant dans le chapitre. 13 main 42 H, je suis bien vieille, CO 111 111, un I élire. CSTC 111 IELAX, I-voix, T1C, 11 volts. IRI1, 110, RI1 11, INFSI, 111, 1110, 1101 15 SO 11 111 105, VX, 1, 10111 RILT, IRI, grade, va compagnie FIL 11, ITA, FULC, RLY, 1111 Anorien, LRR, virgule 1, 11, il dégie l'impression de Potivoivo, Palin.1 Notivoi, 111, 111, L0111.1111 Nolm, des rapports, notamment les deux XXL, malgré toute son assurance, il rougit la 11.11 en prononçant les derniers mots. Elle le tranquillisa aussitôt par le rire qui accompagna son exclamation, mais je l'espère bien il la regardait avec une franche cordialité pour la première fois les plis creusés autour de son nez et de sa bouche se détendirent. Dieu soit loué s'écria-t-il, nous pouvons donc nous comporter comme des créatures humaines civilisées en effet, une barrière le plus souvent inamovible venait d'être écartée. Ils avaient maintenant la possibilité de s'entretenir sur des sujets auxquels, en général, on ne fait allusion entre un homme et une femme qu'en présence de médecins ou devant le spectre de la mort. Au bout de 5 minutes, Hirst faisait déjà le récit de son existence, selon récit d'une existence pleine temps restant dans le chapitre. 12 minutes.11, 01 une discussion, les principes sur lesquels s'appuient les 11101.110, pi, pièce l'orifort intéressant, pi, 110 I, 111, L, I, moins 1 I, on ne polyvliqutr, I voix, le peul, l'iol, 11, 111 pages, un I quelque dans la GC, RGE, le pigeon ou quelques stypes, I, I, intérieur qui exige, et votre expulsion immédiate. Quand tous ces sujets aimants épuisent, ou plus exactement quand Elan, par un certain relâchement de son attention, fit comprendre à Hirst que leur tête-à-tête avait assez duré, il se leva en déclarant « Il n'y a donc aucune raison pour multiplier ces mystères aucune, sauf le fait que nous sommes des Anglais », répliqua Elan. Elle prit le bras de Hirst et ils traversèrent la salle, se faufilant à grand-peine parmi les couples tournoyants qui, à cette heure, étaient passablement dépeignés et n'avaient plus, pour un œil critique, aucune élégance de ligne. L'excitation de l'effort pour établir leur amitié et la longueur de leur entretien avaient aiguisé leur appétit. Aussi se dirigeront-ils vers la salle à manger qui, entre-temps, s'était remplie de consommateurs installés par petites tables. À la porte, ils rencontrèrent Rachel qui rentrait dans la salle pour danser avec Arthur Wenning. Elle avait les joues roses, l'air heureuse et elle en fut frappée de constater que, dans ses dispositions, elle était en restant dans le chapitre. 11,42% décidément plus séduit que la majorité des jeunes femmes. Cela ne s'était encore jamais manifesté aussi nettement aux yeux de cette et en Anotutamus demanda Ilean. Comme il s'arrêtait un instant, ce fut Arthur qui lui répondit « Miss Vinras vient de me faire un aveu. Elle était loin de soupçonner les plaisirs qu'offre un bal. Oui,
s'écria Rachel, j'ai complètement changé d'avis sur l'existence. Pas possible, fit-elle en moqueuse. Le couple partit, elle ajouta, c'est un trait caractéristique de Rachel. Elle change d'avis sur l'existence tous les 2 jours à peu près. Quand ils furent installés à une table, elle reprit, vous savez, je crois bien que vous êtes exactement la personne qu'il faut pour m'aider à son éducation. Elle a été élevée, autant dire, dans un couvent. Son père est franchement ridicule. J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais je suis trop vieille, et je suis une femme. Vous devriez lui parler, lui expliquer les choses, je veux dire causer avec elle comme vous. Cible, fit-elle en moqueuse. Le couple partit, elle ajouta, c'est un trait caractéristique de Rachel. Elle change d'avis sur l'existence tous les 2 jours à peu près. Quand ils furent installés à une table, elle reprit, vous savez, je crois bien que vous êtes exactement la personne qu'il faut pour m'aider à son éducation. Elle a été élevée, autant dire, dans un couvent. Son père est franchement ridicule. J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais je suis trop vieille, et je suis une femme. Vous devriez lui parler, lui expliquer les choses, je veux dire causer avec elle comme vous le faites avec moi. J'ai déjà essayé ce soir, dit Saint John, mais je ne crois pas avoir réussi. Elle me paraît si jeune, si dépourvue d'expérience. J'ai promis de lui prêter bon temps restant dans le chapitre. 42%. Elle en réfléchissait tout haut. Elle ne s'agit pas précisément de gibbon, il s'agit plutôt des faits de l'existence. Vous comprenez ce que je veux dire? De ce qui se passe en réalité, de ce que les gens ressentent, tout en s'efforçant le plus souvent de le dissimuler. Il n'y a rien d'alarmant à cela. C'est tellement plus beau que les faux semblants. C'est toujours plus intéressant, cela vaut toujours mieux, à mon avis, que ce genre de choses de la tête. Elle lui indiquait, à une table voisine, 2 jeunes filles et 2 jeunes gens occupés à se taquiner bruyamment et à échanger des insinuations ironiques mêlées de cajolerie, au sujet, semblait-il, d'une paire de bas ou d'une paire de jambes. L'une de ces demoiselles dépliait son éventail d'un air offusqué et le tout produisait une impression désagréable, en partie parce qu'on devinait, entre les 2 jeunes filles, une secrète hostilité. Pourtant, sur mes vieux jours, soupira Elan, j'en arrive à me dire que dans l'ensemble notre action ne compte pas pour grand-chose, les gens n'en font qu'à leur idée. Il n'y a pas d'influence qui tienne. Elle hocha la tête en regardant les soupeurs, mais Saint John n'était pas de son avis. Selon lui, on pouvait changer bien des choses en exposant son propre point de vue, en conseillant des lectures, etc. Il tenait le développement de la temps restant dans le chapitre. 43% femmes pour une des questions les plus graves de ce temps. À certains moments, il y semblait que tout, ou presque tout, dépendait de l'éducation. Pendant ce temps, dans la salle, les danseurs se disposaient en carré pour les lanciers, étaient hectométrés. Rachel, Suzanne Eway, Miss Allen et Hublingté, Lio se trouvaient réunis. Miss Allen consulta sa montre. 1h30, déclara-t-elle. Et moi qui dois expédier demain Alexander Pop. Pop ricana Monsieur Elio. Qui donc peut lire Pop? Je voudrais bien le savoir. Quant à lire ce qu'on écrit sur lui, non, Miss Allen, vous enrichissez le monde en dansant beaucoup plus qu'en écrivant. Soyez-en persuadés, cela faisait partie des maniérismes de Monsieur Elio, de prétendre que rien au monde ne pouvait rivaliser avec les plaisirs de la danse, comme rien au monde n'égalait l'ennui de la littérature. Il cherchait ainsi, d'une façon assez touchante, à se concilier les jeunes et à leur prouver formellement qu'en dépit du fardeau de la science sous lequel il avait ployé et pâli, il restait aussi vivant que le plus jeune d'entre eux. Il s'agit pour moi d'une question alimentaire, répondit tranquillement Miss Allen, mais je crois que je me fais attendre. Temps restant dans le chapitre. 43%. Elle reprit sa pose 1,01 à 1 litre. Lamier, en avançant le bout carré de son soulier noir. MT. Il vous, VE 111e Otiti salut Miss Atlan et manifestement la 01 Ilgni connue à fond les figures de la danse. Après les lanciers-moi, il y 0111 une valse, après il y valse une polka, et ensuite il se plie au Dizzy, 11 WI consode affreux la musique, qui n'avait cessé de retentir avec des intervalles de 5 minutes, s'arrêta tout à coup. La femme aux grands yeux noirs commença à emmailloter de soie le violon. L'homme remit avec soin le corps dans son étui. Des couples les assaillirent, implorant en anglais, en français, en espagnol, une danse de plus, rien qu'une seule. Il n'était pas très tard.
Mais le vieux pianiste se contenta de sortir sa montre et de secouer la tête. Il remonta le col de sa veste et exhiba un cache-nez de soie rouge qui détruit aussitôt l'effet solennel de sa tenue. Les musiciens étaient curieusement pâles, les yeux fatigués, l'air maussade et prosaïque, comme s'ils ne rêvaient que de viande froide et de bière, après quoi ils iraient se coucher. Rachel, parmi d'autres, les avait suppliés de continuer. Après leur refus, elle se mit à tourner les pages des morceaux de musique restés sur le piano. La plupart avaient des couvertures de couleurs représentant des sujets romantiques gondoliers à salifauchon sur un croissant de lune, religieux et pliant à travers les barreaux d'une fenêtre de couvent. Jeune personne autant restant dans le chapitre. 7 mains 43 cheveux épars, point ANT un fusil vers les étoiles. Elle se rendit compte que le thème principal des airs sur lesquels on venait de danser si allègrement et irrégéut passionné de l'amour défunt et de la jeunesse innocent ETLTU. Poignant tristesse s'interposait toujours entre les danseuses rilotir passées de félicité. Ce n'est pas étonnant qu'ils en aient assez, à la fin, de jouer toutes ces inepties, déclara-t-elle tout en déchiffrant quelques mesures. Ce sont, au fond, des airs de cantique, exécutés sur un rythme accéléré, avec des bribes de Wagner ou de Beethoven par-ci, par-là. Vous êtes musicienne, vous voulez bien jouer quelque chose, n'importe quoi, pourvu qu'on puisse danser de tous côtés. On proclamait son talent de pianiste, si bien qu'elle dut consentir. Bientôt, ayant épuisé toute la musique de danse qu'elle connaissait, elle eut recours à un passage d'une sonate de Mozart. Mais ce n'est pas une danse, dit quelqu'un, s'arrêtant près du piano. Si c'en est une, répliqua-t-elle avec un hochement de tête énergique. Inventer le pas en pleine possession de la mélodie, elle en marqua hardiment le rythme, de manière à le rendre plus entraînant. Elle en saisit son idée au bon, elle s'empara du bras de Miss Allan et s'élança en restant dans le chapitre. 6 mains 43 0 à traverti, 1, le RI, loi, pirouette, déclia SSH 01, 111 110 secondes, 1 111 110 111 PCTLF, 111 T, ILG, 11 111 1, IP Clan une prairie, Céline Louis Plié, Klein, ils ne savent pas danser, c'est si intelligence artificielle TL, 1, à mélodie ceci utornia en lamentait. Saint-Jean se mit à sautiller avec une vitesse incroyable, d'abord sur le pied gauche, puis sur le droit elle le hait, les bras étant clétis, les pans de son habit écartés, imitait les mouvements lascifs et rêveurs d'une vierge hindoue qui danse devant son raja. Puis, sur un rythme de marche, Miss Allan, pinçant sa jupe, se dirigea vers les deux fiancés et s'inclina profondément devant eux. Du moment que les pieds évoluaient en cadence, chacun abandonnait son quant à soi. Sans transition, Rachel passa de Mozart à de vieux airs de chasse anglais, puis à des Noëls et des cantiques, ayant constaté qu'avec un peu d'adresse, n'importe quel motif bien marqué pouvait s'adapter à la danse. Au bout d'un moment, on ne vit plus dans la salle que des formes qui tournoyaient ou glissaient, isolées ou par couple. M.N. Pepper exécutait sur les pointes une figure inspirée du patinage, dont il avait été jadis un champion local. Mrs. Thornbury essayait de se rappeler une bourrée ancienne qu'elle avait vue danser par les fermiers de son père, dans le Dorsetshire. Quant à M.N. et Mrs. Elio, il faisait sans arrêt le tour de la pièce en galopant avec tant d'impétuosité que les autres danseurs frémissaient à leur approche. Quelque temps restant dans le chapitre, 6 mains 43,1 blâmait entre eux le caractère tapageur de cette exhibition. Pour d'autres, c'était là le meilleur moment de la soirée. En place pour la farandole cria ouais, la main dans la main, les danseurs formèrent une ronde gigantesque et, clamant, connaissez-vous John P.L. se mirent à tourner de plus en plus vite, jusqu'au moment où la tension excessive de la chaîne fit sauter un des maillons en l'espèce Mrs. Thornbury tandis que les autres, projetés en tous sens, allaient tomber au hasard, qui à terre, qui sur un siège, qui dans les bras d'un voisin. En se relevant, essoufflés et ébouriffés, ils furent surpris de voir que l'éclairage électrique avait perdu de son intensité et bien des yeux se tournèrent machinalement vers les fenêtres. L'aube, en effet, était là. Pendant qu'il dansait, la nuit lui avait cédé la place. Dehors, les montagnes se dessinaient, très pures et lointaines. La rosée étincelait sur l'herbe, le ciel était inondé de bleu, avec des jaunes et des roses du côté de l'est. Les danseurs se pressaient aux fenêtres, les ouvraient toutes grandes,
s'aventurait peu à peu jusque sur la pelouse, était mis à une rude épreuve, commençait à prendre congé des autres pour aller se coucher. Privée de son auditoire, Rachel continuait à jouer pour elle-même. De John Peel, elle passa à Bach, objet actuel de son grand enthousiasme. Petit à petit, quelques-uns des danseurs, parmi les plus jeunes, quittèrent le jardin pour réoccuper les chaises dorées et passent autour du piano. Il faisait déjà si clair dans la salle qu'on éteignit les lumières. Assis là, écoutant, ils sentaient leurs nerfs se détendre, la brûlure de leurs lèvres, endolorie à force de parler et de rire, se calmait. Ils restaient silencieux, comme s'ils voyaient se dresser dans le vide un édifice dont les colonnes alternaient avec des espaces libres. Puis, ils commencèrent à s'entrevoir eux-mêmes, et leur existence, et toute l'existence humaine, évoluant avec beaucoup de noblesse sous l'autorité de la musique. Ils se sentaient ennoblis et quand Rachel s'arrêta, ils ne souhaitaient plus rien d'autre que le sommeil. Suzanne, qui s'était levée, s'écria « Je crie bien que c'est la soirée la plus heureuse de ma vie. Vraiment, j'adore la musique », ajouta-t-elle en remerciant Rachel. Cela exprime, semble-t-il, tout ce qu'on ne saurait dire soi-même. Elle eut un petit rire nerveux. Son regard, plein de sympathie, allait des uns aux autres, comme si elle ne trouvait pas de mots pour s'expliquer. En restant dans le chapitre 44%, elle se contenta de murmurer « Vous avez tout été si gentil, tellement gentil », puis elle se retira à son tour. Après la brusque dislocation qui termine en général ces soirées, Elan et Rachel, vêtus de leurs manteaux, se tenaient devant la sortie, cherchant des yeux un véhicule. « Vous pensez bien qu'il ne reste plus de voitures » dit Saint John qui les avait suivis. « Vous êtes obligés de coucher ici. »« Oh non, » répondit Elan, « nous allons rentrer à pied. Puis-je vous accompagner de mon highway ? Il n'est pas question d'aller se coucher. Vous imaginez cela ? Qu'on reste étendu parmi des polochons en face de son lavabo, par une matinée comme celle-ci. C'est là que vous habitez. » Il s'était engagé dans l'avenue, et il se retourna pour montrer, à flanc de coteau, une villa blanc et vert qui semblait avoir fermé les yeux. « Ce n'est pas une lampe allumée qu'on voit là ?» demanda Elan avec inquiétude. « C'est le soleil, » dit Saint John. Chacune des fenêtres d'en haut était marquée d'un point d'or. En restant dans le chapitre 44, j'ai eu peur que ce ne soit mon mari, absorbé par ces Grecs. Pendant tout ce temps, il a annoté son pain d'art. Ils traversèrent la ville et prirent un chemin montant, parfaitement visible malgré l'absence de son habituelle bordure d'ombre. La fatigue et l'action apaisante de la lumière matinale leur ôtaient l'envie de parler. Ils se contentaient de respirer l'air délicieusement frais, qui ne semblait pas appartenir au même domaine vital que celui de midi. Quand ils arrivèrent au grand mur jaune près duquel le minimum se séparait de la route, elle en fut d'avis que les deux jeunes gens devaient s'en retourner. « Vous nous avez accompagnés assez loin, » dit-elle. « Allez dormir maintenant. » Mais ils ne semblaient pas disposés à rentrer. « Asseyons-nous un instant, » proposa Highway. Il étendit son vêtement par terre. « Asseyons-nous et contemplons. » Ils s'installèrent, les regards dirigés vers la baie. La mer était calme, à peine ridée de petites vagues, avec quelques rayures de vert et de bleu. Les voiliers ne s'y montraient pas encore, mais on distinguait, irréel dans la brume, un vapeur à l'ancre. Il jeta un cri qui semblait venir d'un autre monde, puis tout redevint silencieux. En restant dans le chapitre 44%, Rachel s'appliquait à ramasser un des cailloux gris pour en former un petit tumulus. Elle faisait cela posément, avec beaucoup d'attention. « Ainsi donc, tu as changé d'avis sur l'existence ?» Rachel demanda Elan. Rachel ajouta une pierre à son édifice et bâilla. « Je ne me rappelle plus. Je me sens comme un poisson au fond de la mer. » Elle bâilla de nouveau. En ce lieu, à cette heure de l'aube, aucune des personnes présentes n'avait le pouvoir de l'intimider. Elle se sentait parfaitement à l'aise, même avec Monsieur Hirst. Celui-ci déclara « Mon cerveau, au contraire, est d'une activité anormale. » Il s'installa dans sa position favorite, les genoux dans les bras, le menton appuyé sur les genoux. « Je perce tout à jour, absolument tout. La vie n'a plus de mystère pour moi. » Il s'exprimait avec conviction, mais n'avait pas l'air de souhaiter une réponse. Malgré la proximité physique, malgré l'intimité de l'instant, ils n'étaient que des ombres les uns pour les autres. Et ouais commença, rêveur, en restant dans le chapitre 44% et tous ceux de là-bas qui sont allés se coucher avec des préoccupations si différentes.
Miss Warrington est sans doute agenouillée en ce moment, les Elliot ont été un peu secoués, il ne leur arrive pas souvent de s'essouffler et ils cherchent à s'endormir le plus vite possible. Il y a aussi le pauvre jeune homme efflanqué qui a dansé toute la nuit avec Evelyne, il est en train de mettre ses fleurs dans l'eau et de se demander, est-ce l'amour quant à ce malheureux Perrotte? Je suis sûr qu'il n'arrive pas à dormir et qu'il se console en lisant son auteur grec préféré. Et les autres? Non, Hirst, conclut-il, je ne trouve pas du tout que ce soit si simple. Je détiens une clé, dit Hirst, énigmatique, le menton toujours sur les genoux, le regard fixe. Il y eut un silence. Puis elle se leva et leur dit au revoir en ajoutant, n'oubliez pas que vous devez venir nous voir. Ils se séparèrent en échangeant de loin des signes d'adieu, mais les deux jeunes gens ne retournèrent pas à l'hôtel. Ils partirent en promenade, parlant peu et sans la moindre allusion aux femmes qui occupaient une partie considérable de leurs pensées. Ils n'avaient pas envie d'échanger leurs impressions. Ils rentrèrent à temps pour le petit déjeuner, temps restant dans le chapitre. Un main 44% XI parmi les nombreuses pièces de la villa, une seule se distinguait particulièrement, parce que sa porte restait toujours fermée et que pas la moindre musique, pas le moindre rire ne s'en échappait jamais. Dans la maison, chacun avait le sentiment qu'il se déroulait quelque chose derrière cette porte et, sans aucune idée de ce que cela pouvait être, chacun en subissait l'influence sur ses propres pensées. Du seul fait de savoir que s'il passait devant cette porte, il la verrait fermée et que s'il faisait du bruit, il dérangerait Monsieur Ambrose. Pour cette raison, certains actes devenaient méritoires et d'autres répréhensibles. L'existence, de la sorte, était plus harmonieuse, moins désordonnée que si Monsieur Ambrose avait abandonné son travail sur Pindare et adopté un genre de vie nomade, circulant dans toutes les pièces. Ainsi, chacun se rendait compte que, grâce à l'observation de certaines règles, telles que la ponctualité et le silence, grâce au souci de la bonne cuisine et à l'accomplissement des tâches plus humbles, une ode après l'autre était brusquement restituée au monde et chacun participait à la continuité de l'existence du savant. Par malheur pour les êtres humains, l'âge élève une barrière, l'érudition dresse une autre, le sexe une troisième, si bien que Monsieur Ambrose, dans son cabinet, se trouvait séparé par un millier de kilomètres de la créature humaine la plus proche, laquelle, dans cette maison, était inévitablement une femme. Il passait en restant dans le chapitre. 44% des heures parmi ces livres intercollés de blanc, seul coin une idole au fond d'un temple vide, sans le moindre mouvement, sinon celui de la main qui tourne la page, sans le moindre bruit, sauf parfois un hoquet, l'obligeant à écarter sa pipe pendant quelques instants. À mesure qu'il pénétrait davantage le cœur du poète, son fauteuil était de plus en plus étroitement encerclé de volumes qui s'étalaient ouverts sur le sol et qu'on ne pouvait franchir sans une façon spéciale de poser les pieds, si savante que les visiteurs y renonçaient, en général, et prenaient la parole en demeurant à l'extérieur. Malgré cela, le lendemain du bal, Rachel entra dans cette pièce, elle appela par 2 fois, oncle Ridley avant qu'il s'aperçût de sa présence. Il finit cependant par la regarder par-dessus ses lunettes. Eh bien, fit-il, j'ai besoin d'un livre, l'histoire de l'Empire romain, de G.I.B. Bon. Puis-je la voir? Elle vit, à la suite de cette question, les rides reprendre peu à peu leur place sur le visage de son oncle, jusque-là uni comme un masque. Répète, je te prie, dit-il, soit qu'il n'eût pas entendu, soit qu'il n'eût pas compris. Elle répéta les mêmes mots, ce qui la fit légèrement rougir. 44% Gibbon. Quel besoin peux-tu bien en avoir? Quelqu'un m'a conseillé de le lire, bégaya Rachel, mais je ne voyage pas avec toute une collection d'historiens du XVIIIe siècle, s'écria-t-il. Gibbon, dit gros volume au bas mot. Rachel s'excusa de son interruption et se prépara à sortir. Reste, cria son oncle. Il posa sa pipe, repoussa son livre de côté et, se levant, la prit par le bras pour la conduire lentement à travers la pièce. Platon, dit-il, appuyant un doigt contre le premier d'une rangée de petits volumes foncés. Et je roque à côté, c'est une erreur. Sophocle, Swift, les commentateurs allemands ne t'intéressent pas, je suppose. Des Français, alors? Tu lis en français, tu devrais lire Balzac. Nous arrivons à Wordsworth et à Coleridge. Pope, Johnson, Addison, Shelley, Kea. Une chose en entraîne une autre. Pourquoi Marlowe se trouve-t-il ici? Mrs. Shelley, je pense. Mais à quoi sert la lecture si on ne lit pas les Grecs? Au fond, quand on lit les Grecs,
On n'a plus besoin d'aucune autre lecture. Pure perte de temps, pure perte de temps. Tandis qu'il parlait ainsi, avec de petits gestes vifs, s'adressant à moitié à lui-même, ils avaient fait le tour de la pièce, jusqu'au cercle de livres étalés par terre, où leur marche s'arrêta. Temps restant dans le chapitre. 7 minutes non. C'est Monsieur Dalloway, confessait-elle grand Dieu. Le souvenir de Monsieur Dalloway lui fit rejeter la tête en arrière. Elle prit un volume au hasard et le soumit à son oncle qui, voyant qu'il s'agissait de la cousine bête, lui conseilla de l'abandonner si elle trouvait cela trop affreux. Au moment où elle allait le quitter, il lui demanda si elle s'était amusée au bal. Puis il voulut savoir ce qu'on faisait à des bals, car le seul auquel il eût assisté lui-même, il y avait 35 ans, lui avait paru parfaitement idiot et dépourvu d'intérêt. S'amusait on à tourner sans arrêt, avec accompagnement d'un violon qui grince, parlait-on, disait-on de jolies choses, et si oui, pourquoi ne le faisait-on pas dans des conditions normales? En ce qui le concernait, il soupira en désignant les attributs de sa profession et partout autour et devant lesquels, malgré son soupir, une telle béatitude se répandit sur son visage que sa nièce jugea opportun de se retirer. En échange d'un baiser, elle en reçut le temps restant dans le chapitre. 45% autorisation, mais pas avant de s'être engagé. Et si oui, pourquoi ne le faisait-on pas dans des conditions normales? En ce qui le concernait, il soupira en désignant les attributs de sa profession et partout autour et devant lesquels, malgré son soupir, une telle béatitude se répandit sur son visage que sa nièce jugea opportun de se retirer. En échange d'un baiser, elle en reçut le temps restant dans le chapitre. 45% autorisation, mais pas avant de s'être engagée à prendre RTA moins l'alphabet grec et à rapporter, quand elle l'aurait assez lu, le roman français, après quoi l'on trouverait quelque chose de mieux adapté à ses goûts. Une chambre habitée par tel ou telle personne nous laisse parfois une impression aussi vive que le visage de son occupant à la première rencontre. Aussi Rachel descendait-elle l'escalier à pas lents, songeant avec étonnement à son oncle, à ses livres, à son mépris pour les bals, à ses idées sur l'existence, idées étranges, absolument incompréhensibles, mais dont il avait l'air satisfait. Quand un billet à son adresse, déposé dans le hall, arrêta son regard. L'écriture, qu'elle ne connaissait pas, était petite et ferme. Le billet, sans formule de début, disait « Je vous envoie selon ma promesse, le premier volume de Gibbon. Personnellement, je ne trouve rien de bien intéressant chez les modernes, mais je vous enverrai une de qu'un quand je l'aurai terminé. Don, connaissez-vous Webster et tout ce groupe? Je vous envie d'avoir à les lire pour la première fois. Complètement à bout après la nuit dernière. Et vous? La lettre se terminait par une arabesque où Rachel crut déchiffrer les initiales STJH. Elle se sentit très flattée de voir tant restant dans le chapitre. 5 minutes que Mt. Dirst avait pensé, L.O.1 et diplôme prit sa promesse. Il lui restait encore 1 heure jusqu'au bir. Achibon dans une main et Balzac dans l'autre, elle franchit la grille et prit le petit chemin de terre battu entre les oliviers au flanc de la colline. Il faisait trop chaud pour grimper, mais dans la vallée il y avait des arbres et un sentier herbeux courait le long du lit de la rivière. En ce pays où les habitants se concentraient dans les villes, on arrivait très rapidement à perdre de vue la civilisation et à ne plus rencontrer, de ci, de là, qu'une cour de ferme où des femmes manipulaient des racines de sanguinaire, ou bien, sur le versant de la colline, un petit garçon à plat ventre, appuyé sur ses coudées entouré d'un malodorant troupeau de chèvres noires. À part un maigre filet d'eau tout au fond, la rivière n'était plus qu'un profond canal de pierres jaunes et sèches. Sur ses bords croissaient les arbres dont elle en avait dit qu'à eux seuls ils valaient le voyage. Avril avait fait éclater leurs boutons et ils portaient de grosses fleurs dont les pétales, d'une substance comparable à la cire, se coloraient de crème délicat, de rose ou de carmin vif. Cependant, dans une de ces allégresses irraisonnées qui proviennent en général d'une cause inconnue et qui, dans leur étreinte, emportent des pays et des ciels tout entiers, elle marchait sans rien voir. La nuit commençait à empiéter sur le jour. Les airs qu'elle avait joués la veille bourdonnaient aux oreilles de Rachel. Elle se mit à chanter, et cela lui fit progressivement en restant dans le chapitre 45 au accélérer le pas. Elle n'y savait pas où elle allait, car les arbres et le paysage ne formaient que les masses, le huillet de verre avec, par endroits, un morceau de ciel d'une couleur différente. Les visages de ceux qu'elle avait rencontrés au bal reparaissaient devant elle, elle entendait leur voix, elle cessa de chanter et se mit à dire des choses, à les redire d'une autre façon,
à inventer des choses qui pouvaient être dites. Après la gêne de se trouver parmi des étrangers, en longue robe de soie, cette promenade solitaire était particulièrement stimulante. Et ouais, Hirst, Monsieur Venning, Miss Allan, la musique, la lumière, les arbres noirs du jardin, l'aube tandis qu'elle marchait, tout cela continuait à déferler en rond dans sa tête, tumultueux arrière-plan sur lequel la minute présente, lui offrant la possibilité d'agir entièrement à sa guise, se détachait avec une netteté plus magique encore que la nuit précédente. Elle aurait continué à marcher ainsi jusqu'à ne plus reconnaître son chemin, sans l'intervention d'un arbre qui, bien qu'il ne barrât point le sentier, l'arrêta aussi impérieusement que si ses branches l'avaient frappé en plein visage. C'était un arbre quelconque, mais il lui parut étrange comme s'il était le seul arbre sur terre. Le tronc, au milieu, était sombre et des branches en partaient par endroits, découpant entre elles des interstices irréguliers de lumière, si nettement que le tout avait l'air d'avoir surgi à l'instant même du sol. Dès qu'il eut regardé le spectacle qui, pour Rachel, persisterait toute sa vie durant, et, toute sa vie durant, garderait intact 7 secondes, l'arbre redescendit au rang des végétaux ordinaires, si bien qu'elle put, en restant dans le chapitre 3 mains 45 lever ou s'asseoir dans son ombre et cueillir les fleurs rouges au maigre feuillage vert qui poussait au-dessous. Elle les alignait, corolle contre corolle, tige contre tige, et les récompensait d'une caresse. Les fleurs, les cailloux eux-mêmes possédaient leur vie propre, leurs caprices. Ils faisaient renaître les sensations d'une enfance dont ils avaient été les compagnons. En levant les yeux, elle aperçut la ligne des sommets, énergiquement brandie à travers le ciel, comme la lanière sinueuse d'un fouet. Elle contempla au loin le ciel pâle et les endroits dénudés qui, vers le haut des montagnes, étaient exposés au soleil. En s'asseyant, elle avait laissé tomber ses livres, elle regardait maintenant leur rectangle dans l'herbe, une haute tige se penchait jusqu'à chatouiller la reliure brune et lisse du gibbon, tandis que le Balzac, tacheté de bleu, s'étalait nu au soleil. Ce serait, se dit-elle, une surprenante expérience que d'ouvrir un livre et de lire, et, au tournant d'une page de l'historien, elle eut, ces généraux, dans la première période de son règne, tentèrent de subjuguer l'Éthiopie et l'Arabie heureuse. Ils avancèrent d'environ 1000 milles au sud du tropique, mais la chaleur du climat ne tarda pas à repousser les envahisseurs et à protéger les paisibles habitants de ces lieux retirés. Les contrées du nord de l'Europe ne valaient guère les dépenses et les difficultés d'une conquête. Les forêts et les marais restant dans le chapitre 2 minutes cage de la Lénard, Nugdion, ni point virgule. À 11 une race, le barbare Yéopi, le déniait l'existence lorsque celle-ci était privée de liberté. Jamais langage n'avait été aussi expressif, aussi beau, arabe et heureuse. Éthiopie. Mais ces mots n'avaient pas plus de noblesse que les autres. Barbares intrépides, forêts, marécages. C'était comme s'il la ramenait en arrière, vers le commencement du monde, par des avenues le long desquelles se tenaient rangées les populations de tous les pays et de tous les temps. En les suivant, elle ferait sienne la science tout entière, jusqu'à la première page du livre de l'univers. Les possibilités de connaissance qui s'offraient à elle l'enivraient au point qu'elle interrompit sa lecture, quand un souffle de vent eut tourné la page, les deux plats de la reliure du gibbon se rabattirent doucement l'un vers l'autre. Alors elle se leva et reprit sa marche. Sa pensée se dégageant peu à peu du désordre, elle chercha à définir les causes de son exaltation. Il y en avait deux et un effort suffisait à les rattacher aux personnes respectives de M. Hirst et de M. Eway. Toute analyse lucide de ces figures était rendue impossible par le brouillard d'émerveillement qui les entourait. Elle ne pouvait raisonner à leur sujet comme elle le faisait pour des gens dont les sentiments évoluaient selon la même règle que les siens. Sa pensée s'attachait à eux par une sorte de plaisir physique, tel qu'on en éprouve à contempler des objets éclatants suspendus au soleil. C'est de que semblait irradier toute vie, les mots des livres eux-mêmes se noyaient dans cet temps restant dans ce chapitre. 1,46% splendeur. Il lui va un son obsédant, dit TH. Il a accueillir avec franchise qu'un topagine la jeta dans l'herbe lui fut un soulagement. Son attention s'en trouva dispersée, mais au bout d'une seconde, elle se fixa de nouveau. Inconsciemment, elle avait de plus en plus hâté le pas, son corps essayant de gagner de vitesse l'esprit. Mais à présent, elle était arrivée au sommet d'un petit monticule au-dessus de la rivière et la vallée s'ouvrait devant elle. Il ne s'agissait plus de jongler avec plusieurs idées à la fois, il lui fallait s'attaquer à la plus persistante,
et son agitation céda la place à une certaine mélancolie. Elle se laissa tomber à terre, les genoux serrés dans ses bras, le regard perdu. Pendant un moment, elle observa un grand papillon jaune qui, sur un petit caillou plat, ouvrait et refermait très lentement ses ailes. Être amoureuse, qu'est-ce que c'est, interrogea-t-elle après un long silence. Chaque mot en naissant semblait aussitôt plongé d'une poussée dans une mer inconnue. Hypnotisée par les ailes du papillon, terrorisée d'avoir découvert dans la vie une possibilité redoutable, elle demeura ainsi quelque temps et le corps. Quand le papillon se fut envolé, elle se leva et, ses 2 livres sous le bras, reprit le chemin de la maison, presque comme un soldat qui va affronter la bataille. Temps restant dans le chapitre minimum 46, le soleil de ce même jour allait se coucher et l'hôtel, comme d'habitude, saluait le crépuscule par une subite éclosion de lumières électriques. Il n'était jamais bien commode de tuer le temps après le dîner, mais au lendemain du bal, après cette distraction qui avait rendu chacun plus exigeant, les heures paraissaient d'autant plus monotones. En tout cas, Hirst et Way, allongés dans des fauteuils profonds, au milieu du hall, leur tasse de café près d'eux et leur cigarette à la main, trouvaient la soirée particulièrement insipide, les femmes particulièrement mal habillées, les hommes particulièrement prétentieux. De plus, le courrier distribué une demi-heure plus tôt n'avait rien apporté pour les 2 jeunes gens. Comme environ une personne sur 2 avait reçu d'Angleterre plusieurs lettres volumineuses et était en ce moment occupée à les lire, la déception paraissait cruelle, aussi Hirst observa-t-il, sarcastique, le repas des animaux, leur silence, prétendait-il, lui rappelait celui de la cage au lion quand chaque fauve pose la patte sur son quartier de viande crue. Stimulé par cette image, il continua de les comparer à des hippopotames, à de ces canaris, à des porcs, à des perroquets ou à d'ignobles reptiles lovés autour des cadavres décomposés de moutons. Les bruits intermittents ou respiration atrocement sifflante, raclement de gosier, marmottage indistinct correspondaient tout à fait, selon lui, à ce qu'on entend dans une ménagerie, en même temps que des craquements d'os. Mais ces comparaisons en restant dans le chapitre 27 minutes n'impressionnaient iti, rin le wekli, iti un p, li, l'itgi ou il la pièce d'un mille fixait maintenant celui-ci sur un bouquet de lances indigènes, disposé avec art, le manière à vous menacer de leur pointe. De quelque côté qu'on en approchât, il avait manifestement oublié son entourage immédiat. Devant cette absence complète de Way, Hirst concentra davantage son attention sur ses semblables. Assis trop loin pour entendre ce qu'il disait, il s'amusait à échafauder de petites hypothèses à leur sujet, d'après leur physionomie et leurs gestes. Mrs. Thornbury avait reçu beaucoup de lettres et était absorbée par leur lecture. Arrivée à la fin d'une page, elle la passait à son mari ou bien elle lui résumait la teneur du texte en une série de brèves citations, qu'elle reliait entre elles par un petit bruit du fond de la gorge. Evie écrit que George est parti pour Glasgow. Il trouve très agréable de travailler avec Monsieur Chadbourne et nous espérons passer la Noël ensemble, mais je n'aimerais pas un trop grand déplacement pour Betty et Alfred. Non, bien sûr. Quoiqu'on ait du mal à se représenter un temps froid par cette chaleur. Eleanor et Roger sont venus dans leur nouvelle voiture. Eleanor est décidément plus elle-même qu'elle ne l'était depuis l'hiver dernier. Elle a ramené Baby à 3 biberons, ce qui est raisonnable, j'en suis sûre. J'en suis sûre également, aussi est-elle plus tranquille la nuit. Je continue à perdre mes cheveux, je les retrouve sur mon oreiller, mais je me console parce que Totty Aldgréan. Muriel temps restant dans le chapitre 26 minutes 46% et à Torquay et s'amuse énormément à des balles. Finalement, elle va tout de même envoyer son carlin noir à l'exposition. Un mot de Herbert, si occupé, le pauvre. Ah, Margaret dit, la pauvre Mrs. Fairbank est morte la nuit, tout à fait subitement, dans la serre, sans personne à la maison, sauf une domestique, laquelle n'a pas eu la présence d'esprit de la relever, ce qui aurait pu la sauver, pense-t-on. Le docteur dit cependant que cela devait arriver d'un moment à l'autre. Il faut se réjouir seulement de ce que cela se soit produit chez elle et non dans la rue, je crois bien point. Les pigeons pullulent à l'excès, tout à fait comme les lapins d'il y a 5 ans, pendant qu'elle lisait. Son mari ne cessait de hocher la tête très légèrement, mais avec beaucoup de régularité, en signe d'approbation. Non loin d'eux, Miss Allen lisait, elle aussi, son courrier. Les nouvelles n'étaient pas des plus agréables, ainsi qu'en témoigna le léger raidissement de sa large physionomie avenante,
Quand il eut terminé sa lecture et remis soigneusement les lettres dans leurs enveloppes, les marques de souci et de responsabilité sur son visage la faisaient ressembler à un homme vieillissant plutôt qu'à une femme. Les lettres lui annonçaient que la récolte des fruits de l'été dernier en Nouvelle-Zélande avait été compromise, chose grave, car Hubert, son frère unique, vivait de son exploitation fruitière. Ce nouvel échec l'obligerait à abandonner l'entreprise pour retourner en Angleterre et comment le tirer d'affaire? Cette fois-ci, le voyage actuel de Miss Allen, pour lequel elle avait sacrifié un trimestre temps restant dans le chapitre. 25 minutes de son tététement, devint une folie à ses yeux, et non, plus un magnétique loisir bien mérité après 15 ans d'enseignement scrupuleux et de correction de devoirs de littérature anglaise. Sa sœur Émilie, professeure également, lui écrivait « On se faut nous attendre à cela ». Quoique je ne doute pas que cette fois-ci Hubert se montrera plus raisonnable puis, avec son bon sens coutumier, elle racontait qu'elle passait d'agréables vacances parmi les lacs. Ils sont extrêmement jolis en ce moment, j'ai rarement vu les arbres aussi avancés pour la saison. Nous avons déjeuné plusieurs fois en plein air. La vieille Alice est jeune comme toujours et demande affectueusement des nouvelles de chacun. Les jours passent très vite, bientôt le trimestre va commencer. En politique, l'avenir ne s'annonce pas bien, tel est mon avis personnel, mais je ne veux pas refroidir l'enthousiasme d'Élan. Lloyd George s'est attelé à la besogne, mais bien d'autres avaient fait cela avant lui et nous en sommes toujours au même point. J'espère cependant que je me trompe. Nous, en tout cas, nous avons notre programme tout tracé. N'est-il pas vrai que Meredith manque de cet accent humain qui nous plaît chez WW, ajoutait-elle avant de passer à diverses questions relatives à la littérature anglaise et que Miss Allen avait soulevées dans sa dernière lettre. À quelque distance de Miss Allen, sur un siège abrité dans une quasi-intimité par un groupe compact de palmiers, Arthur et Suzanne échangeaient les lettres qu'ils venaient de recevoir. Les gros manuscrits pleins de fougue, émanant de jeunes joueuses de hockey du Wiltshire, reposaient sur les genoux d'Arthur, tandis que Suzanne déchiffrait de petites écritures serrées de jurestes, qui dépassaient rarement une page et, TI. Toutes avaient le même caractère de bonne volonté alerte et joviale. J'espère bien que Monsieur Hitchinson me trouvera à son goût. Arthur, dit Suzanne en levant les yeux. Qui est votre Flo qui vous aime, demanda Arthur. Flo Grave, la jeune fille dont je vous ai parlé. Celle qui avait été fiancée avec cet affreux Monsieur Vincent, expliqua Suzanne. Est-ce que Monsieur Hitchinson est marié? Elle avait déjà la tête pleine de généreux projets concernant ses amis, ou plutôt d'un seul projet magnifique et simple. D'ailleurs, elles allaient toutes se marier, tout de suite, dès qu'elles seraient de retour. Le mariage, c'était là la bonne, l'unique solution, la solution rêvée pour toutes les personnes de sa connaissance. Une grande part de ses méditations était consacrée à déceler l'origine de tous les cas de malaise individuel, et seulement, déficience physique, ambition insatisfaite, instabilité, excentricité, manque de suite dans les idées, propension à parler en public, activité philanthropique, en particulier chez les femmes qui voulaient se marier, essayaient de se marier et ne réussissaient pas à se marier. Si, comme elle était obligée de le reconnaître, de tels symptômes persistaient parfois après le mariage, elle ne pouvait attribuer cela qu'à un regrettable décret de la nature, selon lequel il ne saurait exister qu'un seul Arthur Venning et qu'une seule Suzanne susceptible de temps restant dans le chapitre. 23 mains 46 points au lait posé. Sa théorie avait évidemment l'avantage simplement corroborée par son propre exemple. Mue 2 ou 3 ans déjà, elle ne se sentait pas à l'aise dans sa famille et un voyage comme celui-ci, avec une vieille tante égoïste qui payait son entretien tout en la traitant à la fois comme une domestique et comme une dame de compagnie, montrait bien quel genre de comportement on attendait d'elle. Aussitôt les fiançailles annoncées, Mrs. Palais, d'instinct, devint respectueuse, allant jusqu'à protester chaque fois que Suzanne s'agenouillait comme de coutume pour lui lasser ses souliers et témoignait d'une réelle gratitude pour une seule heure de sa compagnie, au lieu d'en exiger 2 ou 3 comme son dû. Suzanne escomptait donc à l'avenir beaucoup plus de bien-être que ne lui en offrait son existence passée, et cette métamorphose intensifiait déjà grandement la chaleur de ses sentiments envers autrui. Il y avait une vingtaine d'années que Mrs. Palais ne pouvait plus lasser ses souliers, ni même les apercevoir, la disparition de ses pieds ayant coïncidé à peu près exactement avec le décès de son mari, un homme d'affaires, événement après lequel Mrs. Palais commença bientôt à grossir. C'était une vieille femme égoïste,
indépendante, jouissant de revenus considérables qu'elle employait à l'entretien d'une maison dans l'Ancatergat avec 7 domestiques et une femme de charge d'une autre maison dans le Surrey, avec un jardin, des chevaux et des équipages. Les fiançailles de Suzanne la délivraient de la grande terreur de sa vie, celle de voir peut-être son fils Christophe s'emberlificoter avec sa cousine. Depuis que cette source tend restant dans le chapitre 22-47% de préoccupations familiales Brigitte 1111 diminuée encline à accorder à Suzanne place d'importance que par le passé. Elle avait décidé de lui faire un fort joli cadeau de mariage, un chèque de 200, 250, peut-être même c'était à considérer, cela dépendrait de l'aide jardinier et de la note de hutte pour la réfection du salon 300 livres sterling. Elle était précisément en train d'étudier cette question, tournant et retournant des chiffres, assise dans son fauteuil roulant, une table couverte de cartes à côté d'elle. La patience qu'elle faisait s'était embrouillée, elle ne savait pourquoi, et elle hésitait à réclamer l'aide de Suzanne, car Suzanne paraissait occupée avec Arthur. Elle est bien en droit, évidemment, de compter sur un joli cadeau de ma part, pensait-elle en considérant d'un air vague le léopard dressé sur ses pattes de derrière, et elle y compte sans aucun doute. Tout le monde fait grand cas de l'argent. La jeunesse est très égoïste. Si je mourais, personne ne me regretterait sauf d'Aquin, mais mon testament la consolerait, elle aussi. Enfin, je n'ai pas à me plaindre. Je sais encore profiter de l'existence. Je ne suis à charge à personne. Je tiens encore à bien des choses, en dépit de mes jambes quelque peu découragées malgré tout. Elle se mit à penser aux rares êtres de sa connaissance qu'elle n'avait pas trouvés égoïstes ou attachés à l'argent et qu'elle estimait plutôt suppétents restant dans le chapitre 21-47% ailleurs à la moyenne, supérieure à elle-même, elle l'admettait de bonne grâce. Il n'y en avait eu que deux. L'un, son frère, s'était noyé sous ses yeux, l'autre, une jeune femme, sa meilleure amie, était morte en donnant le jour à son premier enfant. Il y avait de cela une 50aine d'années. Ils n'auraient pas dû mourir, réfléchissait-elle. Et pourtant ils sont morts, et nous autres, vieilles créatures égoïstes, nous sommes toujours là. Des larmes lui montèrent aux yeux. Elle regrettait véritablement la disparition de ces êtres, avec une sorte de respect pour leur jeunesse, leur beauté, et une sorte de honte d'elle-même. Mais ses larmes ne tombèrent point, elle ouvrit un de ces innombrables romans qu'elle avait l'habitude de proclamer bons ou mauvais, ou bien comme ci comme ça, ou bien absolument merveilleux. Je me demande comment font les gens pour imaginer des choses pareilles, disait-elle parfois, ôtant ses lunettes et levant ses yeux décolorés par l'âge, qui commençait à s'entourer de cernes blancs. Juste derrière le léopard empaillé, Monsieur Elliot jouait aux échecs avec Monsieur Pepper. Il se faisait battre, bien entendu, car Monsieur Pepper ne quittait pas des yeux l'échiquier, tandis que Monsieur Elliot se renversait à chaque instant dans son fauteuil et lançait des remarques à un monsieur arrivé de la veille. Un grand bel homme avec une tête de bélier intellectuel. Après quelques observations tant restant dans le chapitre 20-47% d'ordre général, il découvrait maintenant qu'ils avaient des amis communs, comme ils auraient pu le deviner à première vue. Ah oui, le vieux Truffy, dit Monsieur Elliot, il a un fils à Oxford. J'ai souvent fait des séjours chez eux. Une belle vieille demeure Jacquin des gros exquis, quelques tableaux hollandais que le bon vieux conservait dans ses caves. Et puis il y avait des montagnes d'estampes. Quelle saleté dans cette maison. Il était très avare, vous savez. Le fils a épousé une fille de Lord Powell. Je les connais également. La manie des collections tend à se transmettre dans les familles. Ce garçon collectionne des boucles, cela doit être des boucles de chaussures d'homme, en usage entre 1580 et 1660. Je me trompe peut-être sur les dates, mais le fait est exact. Un collectionneur authentique a toujours quelque inexplicable maraude de ce genre. Sur d'autres points, il demeure sensé comme un éleveur de bétail qu'il est parfois, d'ailleurs. De leur côté, les Powell ont aussi leur grain d'excentricité, vous ne l'ignorez pas sans doute. Lady Maud, par exemple, il dut s'interrompre pour réfléchir à cette tactique. Point. Lady Maud a en horreur les chats, les hommes d'église et les gens qui ont de grandes incisives. Je l'ai entendu crier par-dessus la table, n'ouvrez pas la bouche. Miss Smith, elles sont jaunes comme des carottes par-dessus la table, remarquez. Envers moi elle a toujours été l'urbanité en personne. Elle tend restant dans le chapitre 19-47% se pique de littérature, elle se plaît à nous y quinir, les uns ou les autres, dans son salon,
N'y parler-lui d'un ecclésiastique, fût-il évêque, fût-il l'archevêque lui-même, elle se met à glousser comme un dindon. Cela vient, m'a-t-on dit, d'une querelle ancestrale, quelque chose qui concerne un aïeul du temps de Charles Ier. Oui, poursuivait-il, enregistrant des routes sur des routes, je suis toujours heureux de connaître les grands-mères de nos jeunes mondains. À mon sens, elles conservent encore tout ce que nous admirons dans le XVI siècle, avec, dans la plupart des cas, l'avantage d'être personnellement propre. Ce n'est pas qu'on puisse faire à la vieille Lady Barberouge l'injure de la déclarer propre. Selon vous, Hilda, cria-t-il, s'adressant à sa femme, combien de fois par semaine sa seigneurie prend-elle un bain? Je me garderai bien de le dire, Hugues, ricana Mrs. Elliot, mais comme elle s'habille de velours puce, même en pleine chaleur du mois d'août, cela ne se voit pas tellement pépère. Vous m'avez battu, dit monsieur Elliot. Mon jeu est plus déplorable encore que je ne le croyais. Il acceptait sa défaite avec beaucoup de sérénité, car au fond il avait envie de causer. Il tira son fauteuil du côté de monsieur Flushing, le nouveau venu. Vous vous intéressez à ceci, demanda-t-il en indiquant, devant eux, une vitrine où des croix, polies à l'extrême, des bijoux, tant restant dans le chapitre. 19 minutes des pièces de broderie indigène et XPOS, IS, 1, up. Le but de tenter les clients camelotes, tout cela, répondit monsieur Flushing d'un ton bref. Mais voici un tapis qui n'est pas mal du tout. Il se pencha et souleva un coin du tapis sur lequel il posait les pieds, pas ancien, bien entendu, mais le dessin est conforme à la vraie tradition. Alice, prêtez-moi votre broche. Voyez la différence entre le travail ancien et le nouveau. Une dame très absorbée par sa lecture dégrafa sa broche et la tendit à son mari sans le regarder, sans faire attention à la tentative de salut que monsieur Elliot s'apprêtait à lui adresser. Si elle avait écouté les conversations, elle eût peut-être trouvé amusant les propos sur Lady Barberouge, sa grand-tante, mais, indifférente à ce qui l'entourait, elle avait continué de lire. La pendule qui depuis un moment respirait avec bruit, comme un vieillard sur le point de tousser, sonna 9 heures. Cette sonnerie troubla le repos d'un certain nombre de négociants assoupis, de fonctionnaires ou de rentiers affalés dans leurs fauteuils, bavardant, fumant, ruminant leurs affaires, les yeux mi-clos. Leurs paupières se soulevèrent un instant, puis s'abaissèrent de nouveau. Ils avaient un aspect de crocodiles gavés par le repas qu'ils viennent de faire, au point que l'avenir du monde ne leur inspire pas la moindre inquiétude. Sous le temps restant dans le chapitre 18-47%. Comment sait-on ce que Roll ressent? Tu es amoureux, demanda Hearst. Il mit son monocle. Ne fais pas l'idiot. Bon, laisse-moi réfléchir. Cela vaut la peine. Si seulement ces gens-là réfléchissaient aux choses, le monde y gagnerait beaucoup en tant que séjour pour nous tous. Est-ce que tu essaies de réfléchir? C'était précisément ça quoi Wes appliquait depuis une demi-heure, mais il ne trouvait guère de sympathie du côté de Hearst. Je vais me promener, dit-il. Rappelle-toi que nous ne nous sommes pas couchés la nuit dernière, fit Hearst dans un prodigieux bâillement. Et Wes se leva, s'étira et dit, de dire, et plus il restait assis là, plus il éprouvait le besoin d'arriver à une conclusion. Comme la conversation interrompue avait lieu entre lui et Rachel, il était bien obligé de se demander pourquoi il éprouvait cela et pourquoi il avait envie de continuer à lui parler. Hearst aurait dit tout bonnement qu'il en était amoureux, mais il n'en était pas amoureux. Est-ce que l'amour commençait ainsi, par une envie de continuer à parler? Non. Pour lui, cela commençait toujours par certaines sensations physiques. Or, celle-ci n'existait pas cette fois-ci, il ne la trouvait même pas attrayante au physique. Il y avait évidemment chez elle quelque chose de peu commun. Elle était jeune, sans aucune expérience, pleine de curiosité, ils s'étaient montrés l'un envers l'autre plus francs que cela ne se pouvait d'habitude. Il avait toujours trouvé intéressant de parler avec une jeune fille, et tout cela expliquait suffisamment pourquoi il tenait à poursuivre sa conversation avec elle. Mais, la veille, à cause de la foule, de l'agitation générale, il n'avait pu qu'entamer l'entretien. Que faisait-elle en ce moment? Étendue sur un sofa, regardait-elle le plafond? Il arrivait bien à l'imaginer assis, et élant assise, les deux mains sur le bras du fauteuil, regardant devant elle avec ses yeux très grands. Oh non, elle devait sûrement parler du bal. Mais si Rachel allait partir un de ces jours, si c'était la fin de son séjour ici, si son père venait d'arriver par l'un des bateaux qui se trouvaient à l'ancre dans la baie, c'était intolérable de n'en rien savoir. Voilà pourquoi il s'était écrié,
Comment sait-on ce qu'on ressent? Hirst pour s'arrêter de penser en restant dans le chapitre 15 main 48 mais Hirst ne l'avait pas secoué les autres, avec leurs gestes gratuits et leurs vies inconnues, étaient encombrants, il se sentit attiré vers l'obscurité vide. La première chose qu'il cherchait en sortant par la porte du hall, c'était la lumière de la villa des Ambroses. Après avoir définitivement établi qu'une certaine lumière, à l'écart de celle qui s'étageait plus haut sur la colline, était bien la leur, il eut l'impression d'une plus